Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur l'émission Backseat, très heureux de vous accueillir chers amis en cette rentrée pour une émission exceptionnelle. On va parler de politique ce soir, on va parler d'actualité, on va parler de beaucoup de choses. Mais avant ça, on va commencer avec un super Before. Le Before de Backseat, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec nos partenaires. Et cette semaine, on a le plaisir d'être soutenu par Maïf. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler sur mon plateau le directeur général du groupe Maïf, Pascal Desmurger. Bonsoir Pascal, tu vas bien? Bah super, et toi? Bah ça va, merci à toi. En tout cas. Merci à toi, merci à Maïf de soutenir cette émission. Maïf, mutuelle et assurance des instituteurs de France, c'est ça historiquement? Oui, historiquement c'est ça, exactement. Et c'était même automobile je crois au début dans le A. C'était Maïf, il y avait même deux A au début, ouais, exactement. Exactement, ça voulait dire ça. C'est quoi Maïf? C'est une mutuelle? Bah Maïf c'est l'assureur militant. Oui, alors ça oui, on va en parler d'ailleurs de ça. Bah ouais, tout le monde connaît, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire assureur d'abord, hein. On assure des voitures, on assure des logements, on assure des personnes, la protection juridique, etc., plein de trucs. On fait de l'épargne également, de l'assurance vie. Ouais. Et puis militant, ça veut dire que bah, c'est une boîte hyper engagée. Ouais. Sur le climat, sur le social, en interne aussi, à l'égard des sociétaires, parce que tu l'as dit, c'est une mutuelle. Alors ça c'est particulier, je veux que tu t'arrêtes un petit peu dessus s'il te plaît, parce que assurance jusque-là, moi j'ai l'idée, mais mutuelle, ça peut être un peu plus flou pour beaucoup de gens. Ça veut dire quoi une mutuelle? Bah, une mutuelle déjà, c'est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire. Ok. Donc il n'y a pas de fonds de pension, de fonds d'investissement, de machin. On n'a pas d'actionnaire, on n'est pas coté. On appartient à nos clients. Nos clients, on les appelle des sociétaires. Et ça veut dire que quand on est assuré à la Maïf, on est en quelque sorte, on a un petit bout de propriété de la Maïf, et surtout, on participe à la gouvernance. On élit des représentants à l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale elle-même élit le conseil d'administration qui désigne le directeur général, c'est-à-dire moi en l'occurrence. Exactement, donc tu es directeur général de Maïf. Alors on dit plus la Maïf, on dit Maïf maintenant. Ouais, on dit comme on veut. Hein. D'accord, ok. Je me force à dire Maïf, mais j'ai toujours dit la Maïf, mais ok. Donc du coup, je reviens un petit peu comme sur l'histoire, parce que c'est intéressant. Ouais. Mutuelle Assurance Automobile des Instituteurs de France, on est en 1934. Exactement. Quand naît la Maïf. On est en plein dans la récession post-1929, là on est à un moment chaud de l'histoire. Ouais, on est à un moment chaud à la fois d'ailleurs au plan économique, hein, tu l'as dit, crise économique de 29 qui évidemment continue à produire ses conséquences, et puis c'est chaud politiquement. 34, c'est la montée de l'extrême droite. C'est le bruit des bottes partout en Europe. Ouais. Exactement, c'est le bruit des bottes partout en Europe, c'est exactement ça. Et là, 1934, il y a un petit groupe, 250 à peu près, instit, qui se regroupent, qui en ont marre de filer leur argent à des assureurs capitalistes qui versent des dividendes aux proprios, etc. Et qui se disent, on va mettre en commun nos risques et on va s'assurer entre nous. Et notamment le risque automobile. Notamment le risque automobile, mais aussi habitation. Ouais. Et donc, on mutualise nos risques, c'est-à-dire qu'on va être solidaires les uns des autres. On cotise, on met une cotisation, et puis, quand il y en a un qui a un pépin, on se sert des cotisations de tout le monde pour le rembourser. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et vous n'êtes plus l'assureur des profs. Non. Est-ce que c'est toujours le cœur de vos clients d'ailleurs? Je sais pas. Oh non, maintenant les enseignants c'est même pas 30% du portefeuille. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Oui, donc ça a vraiment beaucoup Non, changé. on s'est complètement ouvert. On est toujours de loin, on est toujours l'assureur des enseignants. Ouais. Dit autrement, les enseignants, dans leur très grande majorité, sont assurés à la Maïf. En revanche, il y a beaucoup d'autres personnes que des enseignants qui sont assurés à la Maïf. Ok, d'accord. En gros, il y a t'as 4 millions de ménages en France qui sont assurés chez nous. Qui sont assurés chez vous. Alors, puisqu'on parle de produits assurantiels, ça sert à quoi de s'assurer et pour quel type de besoin? Tu as parlé de risques. Ça sert à quoi de s'assurer? Alors d'abord, en automobile, c'est obligatoire. Ouais, pour la bagnole, ouais. Pour la bagnole, c'est obligatoire. Logement aussi, si je dis pas de conneries. Et pour le logement, non, c'est pas obligatoire, mais en revanche, je sais pas bien comment on fait sans assurance. Ah ouais. Voilà, le jour où il y a un incendie, le jour où le toit s'envole à cause de la tempête, le jour où il y a une inondation ou un vol,
il vaut quand même mieux que l'assureur soit là pour payer les réparations, voire même refaire la maison complètement. C'est évidemment des cas de figure qui arrivent. Ouais. Mais ça peut aussi, donc c'est des personnes, c'est aussi des entreprises qui ont besoin d'assurance pour leurs activités. Ouais, alors nous on assure très peu d'entreprises. Ouais, là vous faites pas beaucoup. Des toutes petites entreprises. Par contre, des assos. Des assos. Ah, des assos, ouais. Ouais, vous assurez des assos, on est le premier assureur français du monde associatif. Et on est le premier assureur français des collectivités locales. Ah oui, bah oui. Ok, d'accord. Tu l'as dit, on va revenir dessus un peu quand même, ça m'intéresse, assureur militant. Ouais. C'est quand même pas rien, moi j'ai grandi avec ces pubs à la télé, assureur militant, qu'est-ce que c'est que ce truc, cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une tradition en quelque sorte d'engagement qu'on a beaucoup renforcé ces dernières années avec la conviction que voilà, dans le monde dans lequel on vit, on est aux limites planétaires, il y a le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, plus tous les problèmes sociaux, l'explosion des inégalités. C'est quand même hallucinant dans les décennies écoulées, la manière dont ça s'est passé, c'est quand même incroyable. Nous, on est convaincus que l'entreprise doit prendre sa part pour contribuer à régler ces problèmes-là. Okay. Et donc faire tout ce qu'elle peut pour régler ces problèmes-là. Et si toutes les boîtes font ça, c'est là en réalité qu'il y a tout simplement la puissance, la capacité financière d'investissement, etc. Et la capacité à faire bouger les choses. Est-ce que ça a un impact sur votre modèle de rentabilité? Est-ce que vous gagnez moins d'argent qu'une assurance capitaliste? Comment ça marche? Alors, deux choses. Sur cette question de l'engagement, c'est super. Merci, sympa, mon bouquin. Ouais, on en parlera après de ça, c'est dans la deuxième partie. Deux choses. D'abord, évidemment, s'engager, ça veut dire de temps en temps renoncer. Je vais donner un ou deux exemples hyper simples. Premier exemple, un assureur, je l'ai dit tout à l'heure, on fait de l'assurance vie, c'est-à-dire que nos sociétaires nous confient, s'ils le souhaitent, leur épargne. Et évidemment, cette épargne, on la place pour pouvoir leur verser à eux un rendement, une rémunération de leur épargne. On s'est interdit plein de secteurs, plein de boîtes dans lesquelles on s'est interdit de placer notre argent. Ok. On a retiré tous nos investissements, par exemple, du secteur des énergies fossiles. Ok. Alors que c'est malheureusement hyper rentable. Très rentable. Hyper rentable. On a vu les bénéfices de Total l'année dernière. Non. Et on est le seul investisseur institutionnel à nous être retiré complètement des énergies fossiles. À l'inverse, on investit très massivement dans les énergies renouvelables, etc. Donc ça, tu vois, c'est un renoncement, ça coûte de l'argent. Deuxième exemple, pendant le premier confinement, début du Covid, mars 2020, on est tous confinés. Moi, je me souviens, je descends dans la rue quelques jours après, et là, il n'y a aucune bagnole dans les rues. On est assureur automobile. Quelle est notre légitimité de conserver des primes d'assurance alors qu'il n'y a plus de circulation, donc par hypothèse, pas d'accident, donc on n'aura rien à rembourser. Et donc, vous avez baissé les cotises? Non, on a remboursé les cotises. Vous avez remboursé les cotises? On a remboursé les cotises pendant la durée du confinement. Ça nous a coûté un bras, ça c'est clair, ça nous a coûté 100 millions d'euros, c'est-à-dire le montant des résultats de l'année d'avant. Et en plus, c'est un clin d'œil à l'histoire, parce que j'ai vu sur votre site internet que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a sauvé la Maïf, c'est que les gens ont continué à cotiser parce qu'ils étaient militants, ils prenaient pas la bagnole, on était en pleine occupation, etc. Et malgré la guerre, les gens continuent à payer leurs cotises, et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ont fait ça, parce que ça a sauvé la boîte. C'est comme le financement de Baxit. Non mais c'est pareil, c'est volontaire. On aime, on Non mais enfin, tu vois. Donc non, le clin d'œil de l'histoire est hyper intéressant. Donc là, là c'est l'inverse, c'est vous qui avez remboursé les cotises. En quelque sorte, on leur rend ce qu'ils nous ont donné, Et donc ça coûte, et en même temps, en réalité, ça crée de la performance. Parce que, Alors d'abord, les salariés, nous, on a à peu près 10 000 salariés, ils sont hyper fiers, hyper engagés, hyper motivés. T'as moins de turnover? Pas de turnover. Ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire la capacité à attirer des gens. C'est incroyable. Nous, quand on ouvre un poste de, je sais pas moi, dans le digital, de data scientist ou même de codeur, etc. Là où les boîtes rament en ce moment parce qu'il y a une pénurie. Vous recevez des CV. Mais nous, on reçoit des centaines de CV. C'est impressionnant. D'accord, ok. Pas des CV, on reçoit des centaines de CV. Ouais, donc je vois ce que tu veux dire sur ok, d'accord. Pour les sociétaires, c'est exactement pareil. Il y a un tel niveau de satisfaction et d'attachement à la marque
qu'ils sont hyper fidèles, beaucoup plus que chez les autres assureurs. Et ça, c'est bingo pour nous. D'ailleurs, on continue à parler de ce caractère engagé de la Maïf. Depuis 2020, vous êtes une société à mission. Ouais, absolument. Ça veut dire quoi, ça ? Société à mission, c'est un truc qui a été créé par une loi de 2019 et qui permet aux entreprises qui le souhaitent, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais quand même quelques-unes, ça se développe, qui permet aux entreprises qui le souhaitent de devenir société à mission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, dans leur statut, elles mettent des objectifs en dehors des objectifs habituels de performance, de rentabilité, de croissance, etc. Des objectifs tournés vers la société. Ensuite, elle décline ses objectifs en feuille de route annuelle. Elle crée en interne ce qu'on appelle un comité de mission, c'est-à-dire une espèce d'organe qui, notamment, est composé de personnalités extérieures et de salariés de la boîte, qui sont là pour donner des conseils pour aller encore plus loin sur ce qu'on fait en matière d'environnement, ce qu'on fait en matière d'inclusion, etc. Et à la fin de l'année, on est audité par un organisme indépendant, extérieur à l'entreprise, qui dit ouais, la boîte a bien respecté ses engagements, ou au contraire, elle les a pas respectés. Okay. Et éventuellement, même si carrément elle les a pas du tout respectés, on peut perdre la qualité de société à mission. Donc c'est une boîte démocratique parce que vous êtes géré par une AG, par vos sociétaires. Exactement. Qui se fixent des objectifs et qui demandent à un acteur extérieur de vérifier qu'ils ont bien rempli leur objectif. C'est exactement ça. C'est assez impressionnant. Je reviens sur le caractère assurance. J'ai eu une question dans le chat intéressante. Quelqu'un qui demande est-ce que c'est pas à l'État de faire ce boulot-là ? Les assurances ? Ouais. Ouais, l'État pourrait tout faire, mais c'est de la grosse vertu du système mutualiste en fait. C'est que à la fois t'es pas complètement dans l'État, t'es pas, tu vois, où l'État prend pas tout en charge, et en même temps t'es pas dans une grosse boîte capitaliste où tu te dis merde, ma prime d'assurance elle sert à payer des dividendes aux actionnaires, quoi. Ouais, ok, d'accord. D'accord. J'ai une dernière question. Après, on va parler du mouvement Impact France que tu présides, que tu co-présides. Avant ça, j'ai une dernière question sur le caractère assurance, que quand j'ai préparé cette émission, je me suis un peu remis au goût du jour sur le côté assurance, justement. Et justement, en lisant l'histoire de la Maïf, la Seconde Guerre mondiale, des moments, les chocs pétroliers, etc., je me suis demandé si l'actualité dans laquelle on vit aujourd'hui n'est pas un monde un peu difficile à assurer. Le risque, je sais pas, la guerre en Ukraine, le risque, la crise sociale, on en a parlé, etc. Toi, l'assureur que t'es... Et le risque climatique. Et le risque climatique, je l'ai même pas cité, mais oui. Ouais. Je sais pas, du coup, toi, tu dors la nuit, je sais pas comment tu... C'est hyper important comme sujet. Bah ouais. On voit d'ailleurs ce qui est en train de se passer aux États-Unis, notamment en Floride, où les gens ont des baraques et ne trouvent plus d'assureurs. Ah bah, tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'assureurs qui acceptent de les couvrir parce que le risque est trop élevé. On va expliquer pour ceux qui ne savent pas, la Floride, c'est au niveau de l'eau. Les baraques vont disparaître physiquement. C'est sûr, on le sait. Voilà. Donc oui, les assureurs, non, désolé. Et ça, si on n'y prend pas garde, ça va arriver en France. Okay. C'est-à-dire qu'en France, il y a des zones, on les connaît, elles sont super cartographiées, identifiées. Il y a des zones dans lesquelles le risque d'inondation, le risque, ce qu'on appelle le retrait de côte, c'est-à-dire la mer qui mange du terrain sur les terres, le risque sécheresse sur les terres argileuses, peu importe les détails. Il y a des zones en France où demain il va être super compliqué de trouver un assureur parce que ça va coûter trop cher. Okay. Et donc il y a deux hypothèses face à cette situation. Soit on laisse faire le marché, et là on n'est pas bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Chaque boîte va évidemment jouer individualiste, égoïste, et non, moi je refuse d'assurer, et l'autre va dire non, moi je refuse aussi, etc. Et tout le monde va se retirer, et les gens vont se retrouver sans possibilité d'assurance. C'est-à-dire que le jour où leur maison est inondée, il n'y a personne pour payer les travaux. Soit on trouve, et c'est évidemment ce qu'on pousse. Moi j'ai rencontré plein de fois les ministres à Bercy pour pousser cette idée, et elle est en train de gérer. Ouais, j'allais te demander, ils t'entendent ? Ils commencent à m'entendre parce qu'ils ont compris que c'était un vrai sujet politique en vérité. Et donc moi je pousse pour qu'il y ait une solution coopérative en quelque sorte, et que tous les assureurs prennent en charge, chacun pour sa part de marché, la couverture de ces zones-là. On ne va pas laisser les gens sans assurance. Donc je le disais, on parle depuis tout à l'heure donc de la Maïf que tu diriges, assureur militant, tu nous parles de ses valeurs et tout, mais tu vas plus loin que ça. Toi, tu es le coprésident d'une organisation qui s'appelle le Mouvement Impact France, que tu co-diriges avec Julia Faure. C'est quoi le Mouvement Impact ?
Le mouvement Impact France, c'est un regroupement d'entreprises qui, comme la Maïf, considèrent qu'elles ont une responsabilité, j'allais presque dire une responsabilité politique, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle à jouer dans l'atténuation du réchauffement climatique, dans la régénération de la biodiversité, dans l'atténuation des crises sociales et l'amélioration des choses sur les sujets d'inclusion ou d'égalité. Bref, qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles ne doivent pas être uniquement centrées sur leur propre croissance, leur propre rentabilité, mais qu'elles ont une responsabilité à l'égard de la société. Il y a quoi comme entreprise dans le mouvement Impact que tu pourrais nous citer ? Il y a pas mal de boîtes, il y a 15 000 entreprises qui sont là, y compris des entreprises relativement importantes. Je sais pas moi, des entreprises comme l'Occitane, comme Doctolib, la SNCF, Nature et Découverte. Il y a des entreprises qui sont belles entreprises, de très belles boîtes. Pas mal de boîtes de la tech, beaucoup d'entreprises de l'économie sociale, des mutuelles, des coopératives. Ça m'étonne pas, etc. Bien sûr. Mais dans des secteurs complètement divers et de formes juridiques complètement diverses. Et il y a même des grosses boîtes aujourd'hui qui m'appellent en me disant ça nous intéresse, est-ce qu'on peut venir, etc. Mais alors du coup justement c'est ça implique quoi de faire partie d'Impact France? C'est une charte d'éthique, c'est que vous fonctionnez comment? Ça implique deux choses en fait. D'abord évidemment d'épouser la ligne d'Impact France, et donc effectivement une charte éthique avec un certain nombre d'engagements, etc. Et puis ça implique en interne d'avoir des pratiques qui soient vertueuses et une trajectoire de progrès. D'évolution. Et le but du jeu, le rôle principal, il y a deux rôles en gros. C'est d'abord accompagner les entreprises qui veulent se lancer dans cette voie, les conseiller, les guider, etc. Et puis surtout, peser auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les réglementations. Est-ce que c'est un syndicat? C'est un mouvement. C'est un mouvement. Tout le monde dit ça. Si je devais résumer, je dirais c'est le MEDEF du 21e siècle. D'accord. Mais alors, c'est quoi la différence avec le MEDEF du coup? Parce que le MEDEF, pour le coup, c'est une organisation patronale qui présente des. Enfin bref. La différence, c'est le 21e siècle. D'accord. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'on adresse les sujets du 21e siècle. On n'est plus sur simplement la défense des intérêts des adhérents. Il faut baisser les impôts, il faut moins de réglementation, il faut moins de contraintes, etc. On est sur. On a en face de nous deux murs, le mur écologique, le mur social. Si on fait rien, on va se les prendre et à grande vitesse. Donc oui, il faut régler ces sujets. Est-ce que c'est un MEDEF de gauche? Non, j'en sais rien, parce que de toutes les valeurs dont tu me parles depuis tout à l'heure, j'ai pas utilisé le mot, mais peut-être parce qu'il est galvaudé, mais est-ce que c'est un mouvement de patron de gauche? J'en sais rien, je sais pas. Franchement, dans Impact France, il y a tout, et moi je m'en fous un peu. Okay. Moi, ce qui m'importe, c'est avançons sur les sujets. Tu vois, il y a des sujets réglementaires, mais qu'il faut faire bouger. Oui, non, mais alors, par exemple, Impact France, j'ai vu, vous préconisez, par exemple, de limiter la grille de salaire entre 10 SMIC maximum. Alors ça, c'est plutôt au sein de l'économie sociale. Ok, au sein de l'économie sociale, d'accord. Mais effectivement, en tout cas, on est pour qu'il y ait une modération salariale pour les dirigeants. Sur ce sujet des rémunérations, on pousse aussi, c'est vachement important, le fait que les salaires des dirigeants doivent être indexés sur des critères non financiers. Tu vois, ils touchent un variable en général, les dirigeants. Oui. En général, les dirigeants des grosses boîtes cotées, le variable, il est complètement corrélé au cours de bourse ou au montant des dividendes versés. Ton intérêt, c'est celui des actionnaires. Ce que je dis, c'est non, il faut le corréler à l'impact social et écologique de la boîte en fonction d'objectifs socio-écologiques. Et là, les choses commenceront à changer. Non, mais on plaide auprès des pouvoirs publics pour des choses qui sont tellement de bon sens. Je vais donner 2-3 exemples. Chaque année, l'État verse aux entreprises françaises 150 milliards d'euros d'aide publique. Fine. Il n'y a aucun critère d'engagement écologique et social. C'est-à-dire qu'on est capable de donner du fric à des boîtes qui polluent, à des boîtes qui délocalisent. Alors non seulement c'est complètement, j'allais presque dire abject, immoral, et c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes, mais en plus c'est con en termes de gestion des deniers publics. Tu files du fric à une boîte qui pollue, demain, il va falloir que tu augmentes les dépenses publiques pour gérer les conséquences de la pollution. Gérer les conséquences de la pollution. Pareil avec les marchés publics. Ouais. Et même en termes de fiscalité. Nous, on est favorable à
Une modulation des taux d'imposition, par exemple l'impôt sur les sociétés, en fonction du comportement des entreprises. Que les entreprises plus vertueuses, par exemple, qui respectent l'environnement, payent moins d'impôts que celles qui polluent. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Donc ça fait partie, ok. Donc vous faites la promotion de toutes ces idées-là. Ouais, et là, on va très concrètement proposer au gouvernement un certain nombre d'amendements au projet de loi de finances, qui va être déposé là début octobre. C'est ce qui fixe le budget de l'État pour l'année suivante. Et on va proposer des amendements dans ce sens. C'est intéressant parce qu'il y a une tension qu'on voit bien quand on suit l'actualité sur ce caractère responsable dont on nous parle, et en même temps une volonté parfois des pouvoirs publics de responsabiliser. C'est le ministre de l'économie demande aux entreprises de bien vouloir, s'il vous plaît, modérer le versement des dividendes, etc. Et en même temps, là on va pouvoir vendre de l'essence à perte. Donc, tu vois, c'est ce genre d'annonce qui rend intéressant le côté. Est-ce que les entreprises peuvent vraiment jouer un rôle dans le changement des choses ? Écoute, Elisabeth Borne a présenté là, tu sais, la programmation, comment dirais-je, écologique là pour les années à venir. Elle a dit, je cite, 50% de la solution appartient aux entreprises. Il y a une partie qui appartient à l'État, une partie qui appartient aux entreprises, la majorité, et une partie, 25%, je crois, aux particuliers. Et alors, ça veut dire que même les pouvoirs publics reconnaissent qu'en réalité, les entreprises ont une grosse part de la réponse. Et il est temps que les entreprises comprennent ça, et il est temps que nous tous, on fasse pression sur les entreprises, quand on est consommateur évidemment, quand on est salarié dans les boîtes. D'ailleurs, c'est chouette, il y a de plus en plus de mouvements qui se montent au sein notamment des grosses entreprises, des collectifs pour peser de manière positive, de manière constructive, mais proposer aux directions générales des évolutions dans la manière de fonctionner de l'entreprise pour qu'elle soit plus vertueuse. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il y a une contradiction fondamentale dans l'entreprise qui, par nature, a besoin de gagner du profit, et ce pourquoi tu plaides ? Je réponds deux choses. La première, alors ça, c'est pas une conviction, c'est une expérience. Moi, ça fait 15 ans que je dirige la Maïf. On est hyper engagé, on l'est de plus en plus, etc. Et je peux témoigner qu'en réalité, on crée de la performance. Pour les raisons que je t'ai dites. Parce que... tu vois, tu le disais tout à l'heure, on a été créé en 1934. On n'a jamais eu un taux de croissance, un développement, un nombre de nouveaux sociétaires aussi important que ces 3 dernières années. C'est pas un hasard. C'est parce que les gens attendent des entreprises qu'elles s'engagent, et et les gens préfèrent acheter auprès d'entreprises qui sont engagées. Donc, première réponse, l'engagement permet de créer de la performance. Moi, j'en suis convaincu, si on fait les choses intelligemment, évidemment. Deuxième chose, vous allez gagner de l'argent. Les entreprises, n'ayez pas peur d'avoir des comportements vertueux. Vous n'allez pas perdre de l'argent, voire même vous allez. Exactement. Et ça, c'est une expérience pour toi. Tu l'as vu. C'est une expérience. Alors ça, moi, je peux le démontrer par A plus B. Et de toute façon, l'alternative, c'est quoi ? Quand ce sera le chaos climatique ou le chaos social, il n'y aura plus de business. Donc, il serait temps de prendre aussi ses responsabilités. Et puis, la deuxième réponse, c'est il appartient à l'État de créer les conditions pour que les entreprises soient incitées à le faire. Ça rejoint ce que je te disais sur distribuons des aides publiques à condition que on s'engage suffisamment, modulons la fiscalité en fonction du niveau d'engagement des entreprises, etc. Il faut créer des incitations pour que les entreprises s'engagent. T'es quand même un patron particulier, je crois. Pascal. Non, mais ça m'intéresse. Tu nous racontes un peu ton parcours, d'ailleurs ? Il est un peu spécial, mon parcours. Ouais. Oui, moi j'ai grandi dans une toute petite ville de province qui s'appelle Roanne, et une adolescence un peu compliquée, quoi. Échec scolaire, limite de la petite délinquance quand même. Ok, d'accord. Et puis un jour, en fait, un jour, je comprends dans le regard de mon père que tout ça le désespère un peu. Qui se dit mais celui-là on n'en fera rien, et il y a une espèce de sursaut, et je décide effectivement, je m'y mets, quoi. Et puis voilà. Tu te mets à travailler à l'école, tu as fait des études de quoi d'ailleurs ? J'ai fini par faire l'ENA en fait. Ah, t'es allé jusqu'à l'ENA quand même. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, t'as quand même sacrément redressé le truc. D'accord, ok. Ouais, t'es allé jusqu'à l'ENA. Ok, j'ai ramé quand même. J'imagine, oui. Ouais. Il y avait un peu de retard à rattraper, ouais. Donc t'es allé jusqu'à l'ENA, et ensuite t'as fait toute ta vie dans le... Et après, j'ai bossé d'abord dans la fonction publique. Ok. Notamment à Bercy, donc je connais bien. Ah, belle maison. Le mode de fonctionnement. Et puis après à la Maïf directement.
directement. Et après, Alamani directement, que tu diriges aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que tu peux, peut-être pas réussir, mais au moins essayer de convaincre des jeunes qui nous écoutent que tout n'est pas foutu, y compris du côté de l'entreprise, quand on veut changer les choses? Bah, c'est clair. Alors là pour le coup, pour moi, c'est vraiment une conviction. D'abord, c'est là que ça se passe. Franchement, c'est dans l'entreprise que quoi se passe, que ça se passe. Bah, le changement, la transformation, la transition, tu l'appelles comme tu veux, mais le changement, franchement, l'essentiel du changement, il viendra des entreprises. Moi, j'adore et franchement, c'est super et qu'on s'engage en dehors du boulot, dans des assos, etc. Il faut le faire, vraiment. Mais le changement essentiel, mais c'est dans l'entreprise qu'on va le faire. Donc moi, si j'ai une première chose à dire à tout le monde, là, c'est ne fuyez pas les boîtes, et notamment les grosses boîtes. En revanche, allez-y pour contribuer à ce changement. Et je vous dis, il y a de plus en plus de collectifs qui se montent pour faire un peu pression, plutôt amicale, plutôt sympa, mais quand même, auprès des directions pour qu'elles se bougent. Et puis, la deuxième chose que je dirais, et ça aussi, moi je tire un peu de mon expérience perso, c'est si vous arrivez à aligner votre vie professionnelle, y compris dans des grandes boîtes, votre pratique quotidienne avec vos convictions personnelles, là, je peux te dire qu'on se sent beaucoup mieux et qu'on est beaucoup plus serein. Je précise que tu as écrit un livre entier sur ce sujet, justement, sur l'entreprise au XXIe siècle. Qu'est-ce que tu as voulu dire, du coup, à travers ce livre? C'est ces deux messages-là? C'est plus que ça? Non, c'est principalement ces messages. Entreprise du XXIe siècle sera politique ou sera plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les entreprises n'auront de toute façon pas d'alternative. Il y a une pression sociale de la part des clients, de la part des salariés. Il y a une pression, même des fonds d'investissement aujourd'hui, que ça commence. Bon, c'est un peu... mais enfin, bref. Une pression réglementaire, malgré tout. Une obligation de transparence qui est de plus en plus forte. La pression sur les boîtes est de plus en plus forte. Elles n'auront pas le choix, d'autres choix demain que de s'engager. Et autant anticiper un peu, faire les trucs intelligemment, plutôt que d'être le couteau sous le... Et il faut que cette pression monte, parce que je vois aussi, dans le chat, il y en a aussi qui disent, bah ouais, mais bon, moi, dans ma boîte, qu'est-ce que tu veux, aux étages supérieurs, ils veulent pas que ça bouge, ils sont contents de leur bonus en fin d'année. Tu vois le petit côté très bien, déprimant, tu vois, donc il y a un côté, mais il y a un moment, il va peut-être falloir l'imposer, ce changement, à ces entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, je te dis, il y a deux choses qui vraiment peuvent m'inciter. Il y a d'abord tout ce qui se monte, je te dis, dans un certain nombre de boîtes, c'est-à-dire des collectifs, notamment de jeunes, mais pas seulement, de salariés, qui sont force de proposition auprès de la direction et disent, voilà, on pourrait faire ça comme ça, ce serait quand même mieux, etc. Et puis, il y a juste le sujet de la réputation des boîtes. Alors, je te dis, pour recruter aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui ont énormément de problèmes. Tu vois que quand on s'engage, les gens, c'est normal, ont besoin de sens, ont besoin d'avoir le sentiment de servir à quelque chose, d'être utile. Et d'être utile, une forme de bien commun, finalement. Je comprends bien, et c'est un peu ce que tu disais aussi sur le côté, les boîtes les plus attrayantes sont aussi les boîtes les plus vertueuses, et ça, c'est un truc qu'on sous-estime peut-être, mais des boîtes qui se comportent comme des connards, en fait, ils reçoivent plus de CV, parce que les gens n'ont plus envie de bosser chez eux, donc ils attirent plus les talents, donc ils galèrent, bon... Bien sûr. Mais tu vois, par exemple, il y a énormément de tensions sur tous les métiers de codeur, tous les métiers de l'informatique, en fait, du digital. Nous, on met tout le code que l'on produit, on le met en open source. Ça veut dire que dans la communauté, je peux te dire qu'on a une réputation de malade. Ah bah tu m'étonnes. Oui, tu m'étonnes. Oui, non, mais c'est vrai, l'open source, ça attire beaucoup plus les talents qui préfèrent bosser là-dessus que sur des logiciels propriétaires. Exactement. Non, mais c'est intéressant. Donc, ça va jusque-là quand même. Ouais, ça va jusque-là. Ça va jusque-là, c'est assez impressionnant. Où est-ce qu'on peut retrouver la Maïf? Vous avez un site internet, vous avez des réseaux sociaux? Bien sûr, on a des réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Twitter. C'est un peu des trucs de vieux, mais... non, mais en tout cas, au moins, le site internet. Merci à toi, Pascal, d'être venu dans ce Before. Merci à la Maïf de soutenir Backseat. Merci à vous. On se met un générique qui est reparti pour le début de l'émission. À tout de suite.